beaucoup d'actualités cette semaine, mais on va commencer quand même avec le dernier débat de la course à la direction du Parti québécois. On en parlait un peu plus tôt, une course qui tire à sa fin dès la semaine prochaine. Les membres seront appelés à voter. Ce soir, on retrouve Michel qui assistait à ce débat à Montréal, Tasha est à Toronto et Daniel est à Ottawa. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors Michel, Bonsoir. je vais commencer avec vous. On parlait d'identité, de langue, d'immigration. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce débat où il n'y avait pas beaucoup de débats? Non, j'ai surtout retenu que, écoutez, aussi bien pour les péquistes que pour les libéraux, d'ailleurs, la course est terminée à toutes fins utiles. M. Pellado est le prochain chef. Et on passe à l'après-course. Sur des sujets comme aujourd'hui, la laïcité, la langue, si on avait eu ce débat-là il y a 2 mois, je suis convaincu que le débat aurait été pas mal plus ardu, voire même hargneux ce soir. Mais là, c'était le calme plat. Alors, on a vu cette semaine, il y a eu un petit débat sur les mauvaises manières de M. Pellado, mais il est clair que ce soir, personne n'avait le goût d'égratigner le futur chef, d'autant plus que l'offensive libérale, elle est bien commencée. Hein? On a vu M. Fournier Vous parlez de cette commission parlementaire, là? Oui, la commission parlementaire, mais aussi l'espèce de définition que M. Fournier a donnée de M. Pellado cette semaine, qu'il a décrit finalement comme une espèce de caractériel qui n'a pas les qualités psychologiques pour gérer un État. Et pour cette commission-là, la commission parlementaire qui va se réunir le 26 mai, et qui, finalement, va examiner tout le problème du conflit d'intérêts dans lequel M. Pellado se placerait en devenant éventuellement premier ministre et à contrôler un empire médiatique comme celui-là. Alors, disons que les choses les plus faciles pour M. Pellado sont derrière lui et que la vraie partie va commencer. Daniel, les jeux sont déjà faits pour les libéraux? Oui, les jeux sont faits pour tout le monde. Pierre Pellado va gagner, à moins qu'il y ait un tremblement de terre. Les tremblements de terre n'arrivent qu'en Alberta par les temps qui courent. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et la commission parlementaire, c'est une commission bidon, ultra-partisane. Personne n'est dupe. Tout le monde sait exactement pourquoi ça va se passer et pourquoi ça va arriver. Je pense pas que ça va empêcher Pierre-Carl Pellado de dormir. Non. À voir un peu ce qui s'est passé au cours des dernières semaines, les plus gros problèmes pour M. Pellado proviennent de l'intérieur de son parti. Il y avait la course à la direction. Il y a toujours des coups de jarnac qui se donnent dans ce genre de course. Mais c'était assez surprenant dans certains cas. Il y a toute une faction du Parti québécois qui n'aime pas M. Pellado, qui s'inquiète de la direction qu'il donnera au parti. Cette frange très, très social-démocrate qui le voit aller et qui se dit est-ce que c'est vraiment le bon chef? Mais Michel a raison, le vrai travail va commencer après la course à la direction, une course à la direction beaucoup trop longue. Mais toute cette histoire de tempérament de Pierre-Carl Pellado, Tasha, est-ce qu'au fond, ça peut lui nuire ou l'aider peut-être? Parce qu'il y a peut-être des gens qui pensent que ça prend un chef fort. Fort peut-être, mais pas agressif. Écoutez, c'est sûr que les politiciens, c'est pas des petites fleurs là. On pense à des politiciens comme Paul Martin qui jurait beaucoup, qui frappait les bureaux selon ceux qui travaillaient avec lui. Stephen Harper aussi. Oui, j'allais dire Stephen Harper. Jean Chrétien qui a saisi un manifestant par le cou. Est-ce qu'on se rappelle de ça? Alors, il y a parfois des tendances agressives. Ce que moi, je pense c'est important d'ailleurs, c'est que c'est la menace des agressions. Et je pense que c'est là où s'en va le Parti libéral un peu, c'est-à-dire que c'est pas M. Pellado, c'est pas simplement une personne qui peut être agressif, mais qu'à travers ses pouvoirs d'affaires, dans le monde des affaires et dans le monde des médias, pourrait peut-être influencer des gens et affecter leur comportement d'une façon négative. Alors, c'est là, je pense, où ils s'en vont. Mais écoutez, ce soir, M. Pellado a été assez posé, à la fin un peu passionné, mais je pense que c'est à lui de contrôler ses impulsions et de donner pas droit à ses adversaires de dire qu'il est agressif. Un dernier mot là-dessus, Michel, ça peut lui nuire, ça peut l'aider? Non, je pense que ça peut lui nuire dans la mesure où les gens s'attendent de leurs dirigeants politiques qu'ils aient et à plus forte raison du premier ministre, qu'il y ait un certain décorum. Je lisais une chronique ce matin comme quoi on ne voulait pas d'un minet dégriffé. Je veux bien, mais entre le minet dégriffé et le chien enragé, il y a quand même tout un espace. Et Monsieur Parizeau, on ne pouvait pas lui reprocher de manquer de caractère, mais dans ses prestations de premier ministre, il était tout à fait digne et avait un statut, une allure de premier ministre.
Et Lucien Bouchard, qu'on disait très soupe au lait, avait aussi une stature de premier ministre. Moi, j'aime bien ces politiciens un peu baveux, mais qui ne dépassent pas certaines bornes. Bon, passons à la scène fédérale. Pas une très bonne semaine pour le premier ministre Harper qui revenait au pays après une visite au Moyen-Orient, en Europe. On va regarder un bref rappel de ce qui s'est passé. La vidéo a été retirée. Il est extrêmement important que l'on prenne toutes les mesures pour assurer la sécurité de notre personnel militaire. I'm very disappointed, I must say. Concernant M. Omar Kader, évidemment, nous sommes déçus de la décision. Le GRC a démontré que le bureau du premier ministre s'est mêlé dans la vérification des dépenses de Mike Duffy. Bon, un véritable tremblement de terre politique, donc en Alberta, on en a parlé, avec cette victoire des néo-démocrates. Quel message ça envoie au gouvernement Harper, Daniel? Il y a pour Stephen Harper, je pense, si on s'en tient à l'Alberta, oublions Duffy, oublions Kader, mais si on s'en tient à l'Alberta, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, ça ne fait pas l'unanimité, mais moi, je suis de ceux qui pensent que toute remontée des néo-démocrates va se faire aux dépens des libéraux, que ça amène beaucoup de votes à la gauche et que Stephen Harper va en profiter dans bien des circonscriptions pour se glisser entre les deux. Et c'est lui qui en sera le grand bénéficiaire. C'est pas scientifique, mais la réalité politique tend à le démontrer. La mauvaise nouvelle pour Stephen Harper, et ça a été vrai pour Jean Charest au Québec, ça a été vrai à plusieurs reprises, c'est, on l'a vu en Alberta, l'usure du pouvoir. À un moment donné, les électeurs en ont assez d'un gouvernement en place pour toutes sortes de raisons. Ça a pris 40 ans quand même en Alberta. Ça a pris 40 ans en Alberta, mais ça a pris une dizaine d'années pour Jean Charest. Stephen Harper est dans sa 9e année. Il a beaucoup polarisé l'opinion publique. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus le voir en peinture. Donc, pour lui, c'est très difficile. Il y a toutes sortes de petits scandales et qui s'accumulent. L'affaire Duffy est un bon exemple. Kader, c'est un échec. Ce qui s'est passé au Moyen-Orient cette semaine, c'était une maladresse. Bref, l'usure du pouvoir, c'est peut-être le plus grand ennemi de Stephen Harper en ce moment. Mais Tacha, quand on regarde l'ampleur de cette vague néo-démocrate, quand même, dans un bastion conservateur, est-ce que Stephen Harper ne devrait pas commencer à s'inquiéter un peu? Oui, Stephen Harper se dit peut-être s'il était en Alberta, il y aurait 30 ans de plus qu'il attendait parce que les gens ne seraient pas usés avant ça. Mais certainement, je pense que ce qui est arrivé, c'est intéressant parce que ça donne justement à Stephen Harper un signal que oui, il y a peut-être un changement. On sait que dans les partiels, pendant les 2 dernières années, les libéraux ont augmenté leur score de façon significative dans l'Ouest. Ils n'ont pas gagné, mais ils ont augmenté. Ils sont arrivés en 2e dans plusieurs circonscriptions. Exactement. Et on voit que peut-être il y a un potentiel maintenant que si c'est les néo-démocrates qui sont perçus comme le de David contre le Goliath, que c'est eux qui vont profiter de cette situation à cause de l'effet de Mme Notley. Alors, je pense que pour M. Harper, c'est comme Daniel a dit, c'est pas une tellement mauvaise nouvelle. Et aussi au Québec, c'est important parce que les Québécois aussi regardent ce qui s'est passé. Et ce que ça leur dit, c'est que peut-être c'est l'NPD au lieu des libéraux qui est important d'appuyer. Conserver les sièges de l'NPD au Québec, ça fait l'affaire de M. Harper aussi. Michel, est-ce que ces résultats-là peuvent se répandre dans le reste du pays, au fond? Est-ce que ça peut servir un peu d'exemple? Ça peut, mais c'est pas évident. C'est pas automatique du tout. Il y avait des circonstances vraiment propres à l'Alberta. Madame Notley, de toute évidence, est une personne charismatique, beaucoup plus que l'est M. Mulcair. Alors, faire l'adéquation, c'est assez risqué. De la même façon que M. Harper n'est pas M. Prentice. C'est pas parce que les Albertains trouvaient que M. Prentice n'était pas un bon premier ministre qu'ils vont se détourner de M. Harper. Alors, généraliser, c'est un peu imprudent. C'est quand même une bonne nouvelle, je pense, pour M. Mulcair. Les partiels dont on parlait un peu tantôt n'avaient pas été très glorieuses pour le NPD. Là, le NPD peut légitimement dire, regardez, on peut être des gagnants, on peut être l'alternative à M. Harper. Et au Québec en particulier, je pense que ça va contribuer à solidifier le vote néo-démocrate parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas voir M. Harper en peinture se disaient, même si, bon, Trudeau n'était pas plus inspirant qu'il faut, s'il faut en passer par là pour se débarrasser d'Harper, bien, allons-y. Là, c'est plus aussi automatique que ça. Bon, justement, parlons-en de Justin Trudeau. Peut-être une autre mauvaise nouvelle pour les conservateurs, non? Le fait qu'ils viennent un peu jouer dans leur plate-bande avec les baisses d'impôts pour la classe moyenne, avec cette prestation pour enfants améliorée, simplifiée et améliorée, au fond. Daniel, une bonne stratégie?
Oui, je pense que oui. Je pense que dans l'entourage de Justin Trudeau, on a compris qu'on n'allait pas gagner de grands débats sur de grandes idées. C'est pas la force de Justin Trudeau. C'est pas là où il est à l'aise. Il est à l'aise dans la politique beaucoup plus populiste. Il a pris 2 décisions cette semaine que son père n'aurait probablement jamais prises de sa vie, mais qui sont politiquement intéressantes pour les libéraux. Un, appuyer le projet de loi sur la sécurité. Ça va empêcher les conservateurs de dire que Justin Trudeau, c'est l'ami des terroristes, genre de débat que vous ne voulez pas avoir pendant une campagne électorale. Et ça a sorti plus tôt cette semaine sur l'économie avec cette aide là, à la classe moyenne, cette fameuse classe moyenne. Ça aussi, c'est habile parce que Stephen Harper occupait tout ce terrain avec le fractionnement du revenu, le relèvement du CELI, le plafond des REER, etc. Donc, il a équilibré les choses en posant ces 2 gestes. C'est pas de la grande politique, il n'y aura pas de grandes thèses qui seront écrites là-dessus, mais c'est habile. Tasha? Bien, c'est habile dans le sens qu'il va cibler une partie de cette classe moyenne qui va mieux profiter sous son plan que celui de M. Harper. Et je pense que les électeurs vont essayer de décortiquer comment ça va m'affecter, moi, si j'étais sous le plan de M. Trudeau versus M. Harper. Ce qui est aussi bon pour M. Trudeau, c'est qu'il utilise le thème de l'équité sociale et la justice, fairness, comme il disait toujours pendant sa conférence de presse. Et c'est ça où il dit que les conservateurs aident pas les démunis ou ceux qui en ont besoin de l'aide, mais les riches. Alors, pour les conservateurs, ça leur met dans une position de ne pas défendre les riches parce que c'est difficile, mais de dire qu'effectivement, M. Trudeau ment et qu'il va nuire à la classe moyenne. Alors, ça fait un vrai débat, mais c'est encore la redistribution, finalement. Michel, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Oui, bien, c'est intéressant aussi pour M. Trudeau par rapport au NPD, parce que c'est vraiment une proposition qui est progressiste, faire payer les riches, hein, ça c'est populaire chez les électeurs du NPD. Et au Québec, il ratisse beaucoup plus large avec sa proposition. Je pense que beaucoup de gens, ailleurs aussi au Canada, mais vont trouver ça plus intéressant qu'un programme de garderie nationale. Au Québec, il y en a des garderies déjà. Alors, les gens pourraient se dire, ben, écoute, on va prendre ce que Trudeau nous offre, puis on a déjà les garderies. Alors, c'est doublement intéressant. Alors, c'est vraiment habile de toutes les façons. C'est rare qu'on ait l'occasion de dire que M. Trudeau a fait un vrai bon coup, là, mais je pense que c'est le cas cette fois-ci. En tout cas, on l'a attendu longtemps, ce programme économique. Alors, très bien. Donc, la semaine prochaine, la fin du grand suspense au Parti québécois. On s'en reparle la semaine prochaine. Ben, je vous demande pas vos prédictions. Pas besoin, on peut franchement. en faire, c'est mon facile. Dieu! Pour une fois, c'est facile. Oui, pour une fois, c'est facile. Mais demandez pas moi en Ontario, hein, parce qu'en Ontario, il y a la lutte aussi. Ah. Très bien. Merci beaucoup, Michel, Tasha, Daniel. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci, bye-bye.